L'île inexplorée par Clark Ashton Smith. Je ne sais pas combien de temps j'avais dérivé dans cette embarcation. Je me souviens de plusieurs jours et de plusieurs nuits qui ne furent pour moi que des alternances de grisailles et de ténèbres. Puis vint une éternité hallucinée de délire, suivie d'un plongeon indéterminé dans une obscurité noire comme le goudron. L'eau de mer que j'avais avalée dut me ranimer, car lorsque je repris conscience, j'étais étendu au fond du bateau, la tête légèrement relevée vers la poupe, tandis que 15 centimètres de saumure clapotaient contre mes lèvres. Je suffoquais, m'étranglais avec les gorgées que j'avais absorbées. Le bateau tanguait violemment, recevant à chaque roulis de nouvelles vagues par-dessus bord, et j'entendais le grondement de brisants tout proches. J'essayais de me redresser, et j'y parvins au prix d'un effort prodigieux. Mes pensées et mes sensations étaient curieusement embrouillées, et j'éprouvais une grande difficulté à m'orienter de quelque manière que ce fût. La sensation physique d'une soif extrême dominait tout. Ma bouche était tapissée d'un feu battant et brûlant. J'avais la tête légère, et le reste de mon corps me semblait étrangement mou, creux, vidé. Il m'était difficile de me rappeler exactement ce qui s'était passé, et durant un instant je ne fus même pas surpris de me retrouver seul dans le bateau. Pourtant, même à travers mon hébétude, le rugissement des brisants m'adressait un avertissement net de péril. M'étant redressé, je cherchais les avirons. Ils avaient disparu, mais dans mon état de faiblesse, il est peu probable que j'aie pu en faire un grand usage de toute façon. Je regardai autour de moi et vis que l'embarcation dérivait rapidement dans le remous d'un courant court, pris entre deux récifs bas et sombres, à demi voilés par des nappes d'écume volantes. Une falaise abrupte et stérile se dressait devant moi, mais à mesure que le bateau s'en approchait, la paroi sembla se fendre miraculeusement, révélant une étroite fissure par laquelle je fus entraîné vers les eaux miroitantes et immobiles d'un lagon silencieux. Le passage de la mer déchaînée à ce royaume d'abri, de calme et de retrait fut aussi soudain que ces transitions d'événements et de paysages qui surviennent parfois dans les rêves. Le lagon était long et étroit, serpentant entre des rives plates bordées d'une végétation ultra-tropicale. Il y avait de nombreux palmiers fougères d'un type que je n'avais jamais vu, d'immenses cycas rigides et des herbes à larges feuilles plus hautes que de jeunes arbres. Je m'en étonnais vaguement, même alors, mais tandis que le bateau dérivait lentement vers la plage la plus proche, j'étais surtout préoccupé par la mise au clair et le tri de mes souvenirs, tâche qui me causa plus de peine qu'on ne pourrait le croire. Je devais encore être légèrement étourdi, et l'eau de mer, même si elle m'avait ranimé, ne m'avait sans doute guère fait de bien. Je me rappelais, bien sûr, que j'étais Mark Owen, second officier du cargo Auckland en route entre Callao et Wellington. Je me souvenais trop bien de la nuit où le capitaine Melville m'avait arraché de ma couche, me tirant hors du sommeil sans rêve d'un homme épuisé en hurlant que le navire était en flammes. Je me rappelais l'enfer rugissant du feu et de fumée à travers lequel nous nous étions battus pour atteindre le pont, pour découvrir que le bâtiment était déjà perdu. L'incendie avait gagné l'huile qui constituait une partie de la cargaison. Je me souvenais du lancement précipité des canots sous l'éclat livide de la conflagration. La moitié de l'équipage avait été piégée dans le gaillard d'avant en feu, et ceux d'entre nous qui avaient survécu avaient dû prendre la mer sans eau ni provisions. Nous avions ramé pendant 4 jours sous un calme mortel sans apercevoir un seul navire, endurant les tortures des damnés lorsqu'une tempête s'était levée. Dans cette tempête, 2 des canots furent perdus. Le 3e, occupé par le capitaine Melville, le second, le maître d'équipage et moi-même, avaient survécu. Mais, à un moment quelconque de l'orage, ou durant les jours et les nuits de délire qui suivirent, mes compagnons avaient dû passer par-dessus bord. Cela, je m'en souvenais, mais tout cela me paraissait irréel, lointain, comme si ces événements n'avaient concerné qu'un autre homme que celui qui flottait maintenant sur les eaux calmes d'un lagon immobile. Je me sentais rêveur, détaché, et même ma soif ne me tourmentait plus autant qu'au réveil. Le bateau toucha une plage de sable fin et nacré avant que je ne commence à me demander où j'étais et à spéculer sur les rivages que j'avais atteints.
Je savais que la nuit de l'incendie, nous nous trouvions à des centaines de milles au sud-ouest de l'île de Pâques, dans une région du Pacifique où il n'existe aucune terre. Et ceci ne pouvait certainement pas être l'île de Pâques. Alors qu'était-ce donc? Je réalisais avec une sorte de choc que j'avais dû découvrir quelque chose qui ne figurait sur aucune carte maritime, ni sur aucun relevé géologique. C'était, bien sûr, une île, mais je ne pouvais me faire une idée de son étendue possible et je n'avais aucun moyen de décider sur le champ si elle était habitée ou non. Si ce n'est par la luxuriance de la végétation, quelques oiseaux et papillons étranges, et des poissons tout aussi bizarres dans le lagon. Nulle part ailleurs il n'y avait de vie visible. Je sortis du bateau, me sentant très faible et chancelant sous le soleil blanc et brûlant qui se déversait sur toute chose, comme une cataracte universelle immobile. Ma première pensée fut de trouver de l'eau douce, et je me lançai au hasard parmi les puissantes fougères arborescentes, écartant leurs feuilles énormes avec un effort extrême, et parfois vacillant contre leur tronc pour m'empêcher de tomber. Après 20 ou 30 pas, je parvins à une petite source qui jaillissait et se brisait en cristal depuis une corniche basse pour se rassembler dans un bassin paisible où des mousses hautes de 20 centimètres et de larges fleurs semblables à des anémones se reflétaient. L'eau était fraîche et douce. Je bus longuement et sentis la bénédiction de sa fraîcheur pénétrer tous mes tissus desséchés. Je commençai alors à chercher quelque chose de comestible. Près du ruisseau, je trouvai un arbuste qui laissa traîner sa charge de grappes jaunes saumon sur les mousses géantes. Je ne peux identifier ce fruit, mais son aspect était appétissant et je décidai de tenter ma chance. Il était rempli d'une pulpe sucrée, et la force me revint à mesure que je mangeais. Mon esprit s'éclaircit, je recouvrais beaucoup, sinon toutes, des facultés qui avaient été jusque-là en état de semi-léthargie. Je retournai au bateau et en écopai toute l'eau de mer. Puis j'essayai de le tirer aussi loin que possible sur le sable, au cas où j'aurais besoin de m'en servir ultérieurement. Ma force était insuffisante pour cette tâche, et craignant encore que la marée ne l'emporte, je coupai quelques-unes des hautes herbes avec mon couteau de poche et les tressai en une longue corde avec laquelle j'amarrai le bateau au palmier fougère le plus proche. Ce fut alors pour la première fois que j'examinai ma situation d'un œil analytique et pris conscience de bien des choses que je n'avais jusque-là ni observées ni comprises. Une foule d'impressions étranges m'assaillait, certaines qui n'auraient pu parvenir par les voies des sens connus. Je voyais maintenant plus clairement l'anormalité bizarre des formes végétales qui m'entouraient. Ce n'étaient pas des palmiers, fougères, herbes et arbustes propres aux îles des mers du Sud. Leurs feuilles, leurs tiges, leurs pores étaient pour la plupart d'un type grotesque et archaïque, tel qu'il aurait pu exister aux ères antérieures sur les littoraux engloutis de mues. Elles différaient de tout ce que j'avais vu en Australie ou en Nouvelle-Guinée. C'était un asile d'une flore primordiale, et en le contemplant, j'étais submergé par des intuitions d'une antiquité sombre et préhistorique. Le silence autour de moi semblait devenir le silence des âges morts, des choses qui ont sombré sous la marée de l'oubli. À partir de cet instant, je sentis qu'il y avait quelque chose de foncièrement faux dans cette île, sans toutefois pouvoir dire quoi, ni isoler précisément les éléments qui contribuaient à cette impression. Indépendamment de l'étrangeté de la végétation, je remarquai bientôt qu'il y avait quelque chose d'anormal jusque dans le soleil lui-même. Il était trop haut dans le ciel pour toute latitude où j'aurais pu dériver, et trop grand également. Et le ciel était d'une luminosité anormalement vive, d'une incandescence éblouissante. Un sort de quiétude perpétuelle pesait sur l'air, jamais le moindre frémissement des feuilles ou de l'eau. Tout le paysage se tenait devant moi comme une vision monstrueuse de royaumes incroyables, hors du temps, hors de l'espace. Selon toutes les cartes, une telle île ne pouvait exister. De plus en plus nettement, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'éprouvais une confusion étrange, un désarroi inquiétant, semblable à celui d'un homme rejeté sur les rivages d'une planète étrangère, et il me semblait être séparé de mon ancienne vie et de tout ce que j'avais jamais connu par un intervalle de distance plus irréductible que toutes les lieues bleues de mer et de ciel réunis. Comme l'île elle-même,
J'étais perdu pour toute réorientation possible. Pendant quelques instants, ce sentiment devint une panique nerveuse, une horreur paralysante. Dans un effort pour surmonter mon agitation, je me mis à longer la rive du lagon, marchant d'un pas fiévreusement rapide. Il me vint à l'esprit que je pouvais tout aussi bien explorer l'île, et qu'après tout je pourrais peut-être trouver quelque indice du mystère, tomber sur quelque chose qui offrirait une explication, ou un apaisement. Après plusieurs méandres serpentins de l'eau sinueuse, j'atteignis l'extrémité du lagon. Là, le terrain commençait à s'élever vers une haute crête, densément boisée de la même végétation que j'avais déjà rencontrée, à laquelle s'ajoutait maintenant un araucaria à la longévité prodigieuse. Cette crête semblait être le sommet de l'île, et après une demi-heure de progression pénible parmi les fougères, les arbustes rigides et archaïques et les cycas, je parvins à la franchir. Là, à travers une ouverture dans le feuillage, je contemplais une scène non moins incroyable et inattendue. La côte opposée de l'île s'étendait sous mes yeux, et tout le long de la plage incurvée d'un port enclavé se dressaient les toits de pierre et les tours d'une ville. Même à cette distance, je pouvais voir que l'architecture en était d'un type inconnu, et je ne sus dire d'emblée si les bâtiments étaient des ruines antiques ou les demeures d'un peuple vivant. Puis, au-delà des toits, j'aperçus plusieurs navires d'aspect étrange, amarrés à une sorte de môle, leurs voiles orangées claquant au soleil. Mon excitation était indescriptible. Au mieux, si l'île était habitée, je m'étais attendu à y trouver quelques huttes sauvages. Or, sous mes yeux s'élevaient des édifices qui témoignaient d'un degré de civilisation considérable. Ce qu'ils étaient, qui les avait bâtis, tout cela dépassait l'entendement. Tandis que je descendais la pente en hâte vers le port pour un empressement très humain se mêlait à la stupeur et à l'ébahissement que j'éprouvais. Du moins, y avait-il des hommes sur cette île? Et à cette pensée, l'horreur qui faisait partie de mon trouble se dissipa momentanément. Lorsque je m'approchai des maisons, je vis qu'elles étaient en vérité étranges. Mais cette étrangeté ne résidait pas uniquement dans leur forme architecturale, et je ne parvenais pas à en déterminer précisément l'origine ni à la définir par des mots ou des images. Les maisons étaient construites d'une pierre dont je ne peux rappeler la couleur exacte, car elle n'était ni brune, ni rouge, ni grise, mais semblait combiner ces teintes tout en différant de chacune. Je me souviens seulement que le type général de construction était bas et carré, avec des tours quadrangulaires. L'étrangeté allait au-delà de cela. Elle résidait dans le sentiment d'une antiquité lointaine et stupéfiante qui émanait des bâtiments comme une odeur. Je sus aussitôt qu'ils étaient aussi anciens que les arbres et les herbes primordiaux, et que comme eux ils faisaient partie d'un monde depuis longtemps oublié. Puis je vis les habitants, ces êtres devant lesquels non seulement mes connaissances ethnologiques, mais ma raison même devaient s'avouer vaincues. Il y en avait des dizaines en vue parmi les édifices, et tous semblaient intensément absorbés par quelque chose. D'abord, je ne pus distinguer ce qu'ils faisaient ou cherchaient à accomplir, mais il était évident qu'ils s'y livraient avec un sérieux extrême. Certains regardaient la mer ou le soleil, puis de longs rouleaux d'un matériau semblable au papier qu'ils tenaient en main. Beaucoup étaient groupés sur une plateforme de pierre autour d'un vaste et complexe appareil de métal ressemblant à une sphère armillaire. Tous étaient vêtus de tuniques aux teintes inhabituelles d'ambre, d'azur et de pourpre tyrienne, dans un style qui n'était pas inconnu à l'histoire. Quand je m'approchai, je vis que leurs visages étaient larges et plats, avec une vague suggestion de traits mongoloïdes dans leurs yeux obliques. Mais d'une manière indéfinissable, le caractère de leurs traits n'appartenait à aucune race ayant vu le soleil depuis 1 million d'années. Les paroles qu'ils échangeaient, des mots bas, liquides, riches en voyelles, n'appartenaient à aucune langue connue ou cosignée. Aucun d'eux ne sembla me remarquer. Je m'approchai d'un groupe de 3 qui étudiaient l'un des longs rouleaux et je leur adressai la parole. Pour toute réponse, ils se penchèrent davantage sur le document et, même lorsque je tirai l'un d'eux par la manche, il fut évident qu'ils ne me percevaient pas. Très étonné, je scrutai leur visage et fus frappé par le mélange de perplexité extrême et d'acharnement monomaniaque que reflétait leur expression. Il y avait beaucoup du fou
et plus encore du savant absorbé par un problème insoluble. Leurs yeux étaient fixés et ardents, leurs lèvres remuaient, marmonnant dans une fièvre d'inquiétude perpétuelle. Suivant la direction de leur regard, je vis que l'objet de leur étude était une sorte de carte ou de plan, dont le papier jauni et les encres passées trahissaient une antiquité manifeste. Les continents, les mers et les îles qui y figuraient n'étaient pas ceux du monde que je connaissais, et leurs noms étaient inscrits en runes hétéroclites appartenant à un alphabet perdu. Un immense continent y apparaissait, en particulier avec une petite île proche de sa côte méridionale. Et chaque fois, l'un des êtres penchés sur la carte touchait cette île du bout du doigt, puis levait les yeux vers l'horizon, vide, comme s'il cherchait à trouver un rivage disparu. Je reçus l'impression très nette que ces êtres étaient aussi irrémédiablement perdus que moi-même, que eux aussi étaient troublés et déconcertés par une situation impossible à résoudre ou à réparer. Je poursuivis vers la plateforme de pierre qui s'élevait dans un large espace découvert parmi les premières maisons. Elles avaient peut-être 3 mètres de hauteur et on y accédait par un escalier en spirale. Je gravis les marches et tentai de me frayer un passage parmi les gens massés autour de l'instrument armillaire. Mais eux aussi demeuraient totalement inconscients de ma présence, entièrement absorbés par les observations qu'ils menaient. Certains faisaient tourner la grande sphère céleste, d'autres consultaient divers plans géographiques et astronomiques. Et à en juger par mes connaissances nautiques, je pouvais voir que certains de leurs compagnons prenaient la hauteur du soleil à l'aide d'un instrument semblable à un astrolabe. Tous portaient la même expression de perplexité, de préoccupation savante que j'avais déjà remarquée chez les autres. Constatant que mes tentatives pour attirer leur attention étaient vaines, je quittai la plateforme et errai dans les rues en direction du port. L'étrangeté, l'inexplicabilité de tout cela devenait insupportable. De plus, j'avais le sentiment d'être rejeté hors de tous les domaines de l'expérience rationnelle et de la conjecture, d'avoir chuté dans un limbe irréel de confusion et de déraison, dans le cul-de-sac d'une dimension ultraterrestre. Ces êtres étaient si manifestement égarés et déconcertés, il était si évident qu'ils savaient, tout comme moi, qu'il y avait quelque chose de fondamentalement faux dans la géographie et peut-être dans la chronologie de leur île. Je passai le reste de la journée à errer de tous côtés, mais nulle part je ne trouvai quelqu'un capable de percevoir ma présence, et nulle part je ne rencontrai quoi que ce soit qui pût me rassurer ou dissiper la confusion croissante de mon esprit et de mon âme. Partout il y avait des hommes et aussi des femmes, et bien que relativement peu d'entre eux fussent gris et ridés, tous donnaient à mon appréhension une impression d'ancienneté immémoriale, d'années et de cycles dépassant toute trace ou tout calcul. Tous étaient troublés, tous fiévreusement absorbés, feuilletant des cartes, lisant d'anciens rouleaux et des volumes, ou fixant la mer et le ciel, ou étudiant leurs tablettes de bronze couvertes de paradigmes astronomiques, comme s'ils avaient espéré par ces moyens découvrir la faille dans leurs calculs. Ils étaient des femmes et des hommes d'âge mûr, et certains avaient les visages frais et lisses de la jeunesse. Mais dans toute la ville, je ne vis qu'un seul enfant, et le visage de cet enfant n'était pas moins perplexe et troublé que ceux de ses aînés. Si quelqu'un mangeait, buvait ou se livrait aux occupations normales de la vie, cela ne se produisait pas dans le champ de ma vision, et je conçus l'idée qu'il vivait de cette manière, obsédé par un même problème, depuis une durée qui, dans tout autre monde que le leur, aurait été pratiquement éternelle. Je parvins à un grand bâtiment dont la porte ouverte était assombrie par les ombres de l'intérieur. En regardant dedans, je constatais qu'il s'agissait d'un temple, ou du moins de quelque édifice culturel. Le crépuscule désert y était lourd des relents éventés d'un encens consumé depuis longtemps. Les yeux obliques d'une image monstrueuse et malfaisante flamboyaient vers moi. La chose semblait être de pierre ou de bois, dotée de bras simiesques et de traits malins, d'une race subhumaine. D'après ce que je pouvais distinguer dans la pénombre, elle n'était pas agréable à contempler, et je quittai le temple pour poursuivre mes déambulations. Je gagnai ensuite le front de mer où les navires aux voiles orangées étaient amarrés à un môle de pierre. Et il y en avait 5 ou 6 en tout, de petites galères à un seul rang de rames, avec des figures de proue en métal gravé à l'effigie de dieux primordiaux. Elles étaient indescriptiblement usées par les vagues d'âges innombrables. Leurs voiles n'étaient plus que des haillons pourrissants, et comme tout le reste de l'île, elles portaient l'empreinte d'une antiquité redoutable.
Il était aisé de croire que leur proue grotesquement sculptée avait heurté les quais engloutis d'une lémurie depuis longtemps disparue. Je retournai dans la ville et cherchai une fois de plus à me faire reconnaître ma présence par ses habitants, mais toujours en vain. Après un temps, tandis que je marchais de rue en rue, le soleil s'enfonça derrière l'île et les étoiles surgirent rapidement dans un ciel de velours pourpre. Les étoiles étaient grandes et brillantes, innombrablement serrées, et avec l'œil exercé d'un marin, je les étudiais avidement. Mais je ne pus retrouver les constellations familières. Ça et là, il me semblait percevoir une distorsion ou un allongement de quelques groupements connus, mais tout était désaxé, disloqué, et un désordre profond s'insinua jusque dans mon esprit lorsque je tentais, une fois encore, de m'orienter, et que je remarquai que les habitants de la ville s'efforçaient du même effort désespéré. Je n'ai aucun moyen de calculer la durée de mon séjour sur l'île. Le temps ne semblait pas y avoir de signification véritable, et même s'il en avait une, mon état mental n'était guère propice à une estimation précise. Tout cela était impossible et irréel, si semblable à une hallucination absurde et oppressante que, la moitié du temps, je pensais qu'il ne s'agissait que d'une prolongation de mon délire, que je dérivais encore dans le bateau. C'était l'hypothèse la plus raisonnable, et je ne m'étonne pas que ceux qui ont entendu mon récit aient refusé d'en admettre une autre. Je serais moi-même enclin à leur donner raison. N'étaient un ou deux détails parfaitement matériels. La manière dont je vécus durant cette période est assez vague dans mon souvenir. Je me rappelle avoir dormi sous les étoiles à l'extérieur de la ville. Je me rappelle avoir mangé et bu et observé ces gens jour après jour tandis qu'ils poursuivaient leurs calculs désespérés. Parfois j'entrais dans les maisons et me servais de nourriture, une ou deux fois, si ma mémoire est fidèle. Je dormis sur une couche dans l'une d'elles sans être contesté ni même remarqué par les occupants. Rien ne pouvait rompre le sortilège de leur obsession ni les contraindre à me percevoir, et je ne renonçai bientôt à toute tentative. Il me sembla avec le temps que je devenais moi-même tout aussi irréel, tout aussi douteux et inconsistant que leur indifférence semblait l'indiquer. Au milieu de mon désarroi, cependant, je me surpris à me demander s'il me serait possible de quitter l'île. Je me souvenais de mon bateau et je me rappelais aussi que je n'avais pas d'aviron. Aussitôt, je fis des préparatifs hésitants pour un départ. En plein jour, sous les yeux même des habitants de la ville, je pris 2 avirons à l'une des galères du port et les transportai par-dessus la crête jusqu'à l'endroit où mon bateau était dissimulé. Ils étaient très lourds. Leurs pales étaient larges comme des éventails et leurs manches étaient incrustées de hiéroglyphes d'argent. Je m'appropriai également dans l'une des maisons 2 jarres de terre cuite, peintes de figures barbares, et les portai jusqu'au lagon, avec l'intention de les remplir d'eau douce au moment du départ. Je ressemblais aussi à une provision de nourriture, mais d'une manière ou d'une autre, le mystère abrutissant de toute cette situation avait paralysé mon initiative, et même lorsque tout fut prêt, je retardai mon départ. Je sentais aussi que les habitants avaient dû, à d'innombrables reprises, tenter de s'en aller dans leur galère, et qu'ils avaient toujours échoué. Ainsi je demeurai sur place tel un homme pris au piège d'un cauchemar ridicule et tenace. Un soir, lorsque les étoiles distordues eurent toutes apparu, je pris conscience de faits inhabituels. Les gens ne se tenaient plus en groupe, livrés à leurs discussions et à leurs comparaisons coutumières. Tous se hâtaient vers l'édifice semblable à un temple. Je les suivis et regardai à l'intérieur. Le lieu était éclairé par des torches flamboyantes qui projetaient des ombres démoniaques sur la foule et sur l'idole devant laquelle ils s'inclinaient. Des parfums brûlaient et des chants s'élevaient dans la langue aux 1000 voyelles que mon oreille avait appris à reconnaître. Ils invoquaient cette image effroyable aux bras simiesques et au visage à demi humain, à demi bestial. Il ne me fut pas difficile de deviner le but de l'invocation. Les voix s'éteignirent en un murmure affligé, la fumée de l'encens s'amincit, et le petit enfant que j'avais aperçu autrefois fut poussé en avant dans un espace vide entre la congrégation et l'idole. Je pensais bien sûr que le Dieu n'était que du bois ou de la pierre. Mais alors, dans un éclair de terreur et de consternation, je me demandais si je ne m'étais pas trompé. Les yeux obliques s'ouvrirent davantage et s'abaissèrent vers l'enfant. Les longs bras, terminés par des doigts en forme de lame, se levèrent lentement et avancèrent. Des crocs aigus se découvrirent dans le rictus bestial du visage penché.
L'enfant demeurait immobile, tel un oiseau sous le regard hypnotique d'un serpent. Il n'y eut plus de mouvement, plus même de murmure dans la foule en attente. Je ne peux me rappeler ce qui se produisit ensuite. Chaque fois que j'essaye de m'en souvenir, un nuage d'horreur et de ténèbres envahit mon esprit. J'ai dû quitter le temple et fuir à travers l'île à la lueur des étoiles. Mais de cela non plus, je ne me souviens pas. Mon premier souvenir suivant est celui de ramer vers le large à travers l'étroite chasmée par laquelle j'étais entré dans le lagon, et d'essayer de gouverner ma route en me fiant aux constellations déformées et tordues. Après cela, il y eut des jours et des jours sur une mer anormalement calme et faiblement ridée, sous un ciel d'une incandescence éblouissante, puis encore des nuits sous les étoiles folles, jusqu'à ce que les jours et les nuits deviennent une éternité de fatigue torturée. Ma nourriture et mon eau furent épuisées, la faim et la soif, et une fièvre hallucinée avec ses visions tourbillonnantes et bouillonnantes furent tout ce que je connus. Une nuit je revins à moi, un court instant, et demeurai étendu à contempler le ciel. Cette fois les étoiles étaient celles des cieux légitimes, et je rendis grâce à Dieu en reconnaissant la croix du Sud. Je retombai dans le coma et le délire, et lorsque je repris conscience, je me trouvai étendu dans la cabine d'un navire, et le médecin du bord se penchait sur moi. Ils furent tous très bons pour moi sur ce bâtiment, mais lorsque j'essayai de raconter mon histoire, ils sourirent avec indulgence, et après quelques tentatives, j'appris à garder le silence. Ils s'étonnèrent beaucoup des 2 avions aux manches incrustées d'argent et des jarres peintes qu'ils trouvèrent avec moi dans le bateau, mais ils furent unanimes à refuser mon explication. Une telle île, un tel peuple, disaient-ils, ne pouvait absolument pas exister. Cela contredisait toutes les cartes jamais dressées, et donnait un démenti formel à tous les ethnologues et les géographes. Souvent je m'interroge moi-même à ce sujet, mais il y a tant de choses inexplicables dans ce Pacifique qui s'étend au-delà du temps et de l'espace. Un limbe océanique, et dans lequel, par quelque cataclysme inconnaissable, cette île aurait subsisté depuis une époque révolue, tout comme la Lémurie s'enfonça jadis sous les flots. Si tel est le cas, par quelle abrogation des lois démentielles me fut-il possible d'atteindre cette île et d'en repartir? Ces choses dépassent toute spéculation. Mais souvent, dans mes rêves, je revois les étoiles déformées et inconcevables, et je partage à nouveau la confusion et l'égarement d'un peuple perdu, penché sur ces cartes inutiles, prenant la hauteur d'un soleil dévié.